T'avais promis, t'avais promis. T'avais promis, t'avais promis. T'avais promis, t'avais promis. Je sais que c'est elle qui tient le couple. Je sais que c'est elle qui tient les rênes, c'est elle qui donne la. J'ai sa voix qui résonne en boucle. Elle dit souvent t'as qui tu m'aimes et tu n'aimeras que moi. Je suis dépendant à elle, j'avoue, je mourrais pour qu'elle vive. Elle connaît toutes mes peurs, mes doutes, sans elle mon esprit s'ennuie. Elle m'appelle déjà son doudou, j'ai déjà payé le prix. Je sais qu'elle a peur du noir, chérie, je suis là, c'est bon, repose-toi. Ils ont parlé de nous, il a trop parlé de nous. Ils ont nourri le doute en moi, tu m'avais promis. On s'était parlé d'amour, mais ils ont trop parlé de nous. Ça a nourri le doute en moi. T'avais promis, t'avais promis. T'avais promis, t'avais promis. Promis juré. T'avais promis, t'avais promis. Je suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée depuis toi desséchée. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse, où j'ai trouvé ta main, bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier. Et mon cou tu l'as tordu. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Je t'en dois, si les tiennes sont noires. Non, je ne t'en veux pas. Si va la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Jump
Merci beaucoup pour les lumières. Est-ce qu'on peut peut-être même les garder comme ça le plus longtemps possible? En tout cas, vous me direz s'il y a un problème avec l'écran ou pas. Bienvenue. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, le PowerPoint? Ah, génial. Donc, bienvenue tout le monde à ce rapide exposé, cette présentation que j'aimerais bien avoir en discussion. Je vous le dis tout de suite. Donc, sentez-vous, s'il vous plaît, très à l'aise de m'interrompre, de participer. Il y a Pascal ici là, Pascal Le Cornet qui s'occupe des participantes en Zoom. Donc, c'est déjà entendu que ce serait fort agréable si je me faisais interrompre plusieurs fois. Ça va me faire plaisir. Donc, l'atelier de cet après-midi, santé mentale étudiante de la psychologie à la pédagogie, vous allez comprendre lentement, du moins je l'espère, le lien avec à la fois cette transition-là, passer de la psycho à la pédagogie, et le thème d'aujourd'hui, du colloque d'aujourd'hui et de demain, sur les environnements, sur l'ouverture, sur les interactions entre l'ensemble des employés, les étudiantes et les étudiants. Je vais essayer d'être coordonné avec le micro auquel je ne suis vraiment pas habitué et la souris qui va changer et mon TDAH qui fait que je suis incapable de rester derrière un lutrin. Donc, je vais essayer de bouger. Désolé les personnes en Zoom si je bouge un peu trop et je me place devant l'écran. Je vous présente un peu de poésie, hommage à Leonard Cohen. Je n'ai pas osé traduire. Je ne me sens pas à la hauteur de traduire Cohen, donc désolé de vous présenter cette version anglophone. Mais l'intention derrière ça, c'est évidemment de vous faire réfléchir intellectuellement, mais aussi un peu émotivement. Forget your perfect offering. C'est une des plus belles phrases. Oubliez cette perfection, oubliez l'idée que tout va bien, oubliez l'idée que il faut à la fois être parfait et que c'est un idéal d'être parfait. Je ne sais pas si c'est l'intention de M. Cohen, mais moi, je l'aime bien, cette phrase-là. Et surtout la suite, peut-être vous avez déjà souvent entendu parler de cette citation « There's a crack in everything ». Il y a une fissure, il y a une ouverture, il y a une possibilité, il y a l'image de la perfection et après, il y a la réalité. Et c'est de cette ouverture, fissure, crack, c'est par là que la lumière pénètre. C'est par là que l'ouverture se fait. Donc, je voulais un peu commencer champ gauche, disons, un peu poétique, pour vous amener à réfléchir un peu sur les différents éléments de la présentation d'aujourd'hui. Voilà, en fait, je reprends ce que j'avais proposé en octobre, je pense, c'est ce que vous avez vu dans l'invitation. Donc, voici ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui et je précise tout de suite que je vais m'adresser principalement au personnel enseignant. Donc, j'ai essayé de réfléchir à la présentation aujourd'hui pour vraiment me centrer. L'objectif principal est vraiment là, donc je ne parle pas principalement ou mon intention n'est pas, bon, il y a plusieurs professionnels ici, psychoéducatrices, orthophonistes et tout ça, psychologue et ainsi de suite. Avec tout le respect, ce n'est pas vraiment à vous que je vais m'adresser, c'est un peu plus au personnel enseignant. Donc voilà, c'est ce que j'avais déjà annoncé dès le départ, donc je ne répéterai pas tout ça. Et ça se veut bien humblement une étape. J'ose même pas dire une première parce qu'il y en a déjà eu bien avant moi. Mais j'aimerais que ce soit une étape, j'aimerais que vous compreniez cette rencontre-là comme étant une de plusieurs. On a 1h15 environ ensemble. Je vous ai dit dès le début, j'aimerais, s'il vous plaît, ne pas être tout seul, faire un monologue. C'est intéressant, mais bof, c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce que je préfère. Donc, j'espère que vous verrez ça comme un échange.
Et vous serez donc conviés, s'il vous plaît, à discuter, à critiquer, à échanger, à questionner, à rire, peut-être, j'ose croire. Et ensuite de ça, écouter. J'ai vraiment réfléchi à l'ordre des verbes et vous voyez que discuter, échanger, questionner, critiquer sont bien avant écouter. Donc, vous allez comprendre un peu au fur et à mesure, là, je ne veux pas sauter trop d'étapes, mais vous allez comprendre l'importance de cette séquence-là. J'ai enseigné longtemps et j'ai étudié aussi longtemps. Et la première chose comme étudiant qui m'intéressait, c'est t'es qui toi? Si je veux t'écouter pendant une session, peu importe, moi j'ai besoin de savoir comme étudiant, t'es qui? J'imagine que vous avez cette même attente-là. Donc, je me présente, je m'appelle Pascal et je suis psychopédagogue de formation. J'ai un bac en psycho, une maîtrise en éducation, en psychopédagogie. Et depuis le début, donc à peu près, si on place les débuts quelque part, fin secondaire, début cégep, quand je me questionne sur mes intentions, mes intérêts professionnels, tout ce qui touche au bien-être, à la santé, à l'école, tout ce qui touche à comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont bien. Évidemment, comment ça se fait qu'il y a des profs qui vont bien. Ça a été, dès le départ, les questions qui m'ont habité et à peu près tout le temps. Ça a pris des noms différents. Là, il y a longtemps, on parlait d'actualisation, vitalité professionnelle, d'intégration professionnelle, évidemment, santé mentale. On parle depuis une vingtaine d'années de psychologie positive. Mais ça a toujours été cet intérêt-là. J'ai enseigné environ 23 ans, principalement la psychologie, principalement au cégep. J'ai été coordonnateur du département programme. J'ai eu la chance d'être au collège Gérald Godin où le département et le programme ne font qu'un. C'est assez particulier comme façon de faire, mais donc j'ai été coordonnateur pendant quelques années à ce cégep. Et j'ai enseigné comme chargé de cours au HEC et à l'Université de Sherbrooke pendant quelques années. Et depuis 2 ans, bientôt 2 ans, je suis ici directeur adjoint aux affaires étudiantes et je m'occupe des services conseils, donc les 2 grandes équipes que sont le service d'orientation et le service de santé, d'aide psychosociale et d'aide financière. Ça vous situe à peu près qui je suis. Premier point, alors encore une fois, hein, s'il vous plaît, vous m'arrêtez. Vous n'avez même pas besoin de lever la main. Vous pouvez être ce que certains pourraient considérer délinquant ou non, même pas impoli, mais s'il vous plaît, gênez-vous pas. Et encore une fois, Pascal, tu m'arrêtes s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur Zoom. Donc, quelles sont les grandes lignes du plan d'action et de la politique en santé mentale étudiante en lien avec mon enseignement? Donc, encore une fois, je m'adresse particulièrement au personnel enseignant. PASME, je vais dire souvent PASM, c'est Plan d'action en santé mentale étudiante. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser l'acronyme régulièrement. Alors, ça ressemble à ça, le document du ministère. Voilà, 2021-2026, on a reçu ça au printemps dernier. Première question, qu'est-ce que vous connaissez de ce plan d'action? Pas assez, OK? Pas grand-chose. Il existe. Parfait. Vous en avez, bon, la preuve, il faut me croire sur parole, mais c'est la page couverture. Sinon, pas assez, ça veut dire, est-ce qu'il y a un élément que vous connaissez? Est-ce qu'il y a je sais pas, un fait, une valeur, un objectif? Oui. Oui. Intégration, développement durable, en effet. Tout à fait. Oui, merci. Oui. 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 Merci beaucoup. Je vais juste ajuster le temps de verbe. Il y a un comité qui a été.
formés. J'y reviens tantôt. Mais merci beaucoup, en effet. OK, donc vous êtes pas si mal que ça. Il y a une intelligence collective qui se détache. Je ne veux surtout pas reprendre chacun des éléments. Je veux vous présenter, en fait, vous pouvez aller lire tout ça, c'est évidemment disponible. Ce que je veux faire, c'est vous présenter trois grandes idées, trois pas phénomènes, je m'excuse, mais trois grandes idées sous-jacentes qui structurent l'ensemble du plan d'action en santé mentale. Donc, le premier, c'est qu'est-ce que c'est que la santé mentale? C'est quoi la vision, dans ce cas-ci, là, qui est proposée par le ministère, de qu'est-ce que c'est santé mentale, être en santé mentale, j'ai une bonne santé mentale, et comment savoir si moi, je suis en bonne santé mentale. Donc, sans rentrer dans les détails, je vous ai déjà dit que j'essayais de gérer mon TDAH. Donc, est-ce que je suis, selon vous, en bonne santé mentale? Merci beaucoup. Oh! Oui. Oui, c'est sûr, parce que là, ouais, la reddition, merci pour le commentaire. La reddition de compte, en effet, bien évidemment que si c'est un programme gouvernemental, bien, vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui doit faire de la reddition de compte et bon, ainsi de suite. Mais habituellement, ça va. Ma santé mentale ne sera pas trop affectée par ça. OK. Mais l'intérêt ici, c'est qu'il faudrait en savoir plus. Puis c'est un peu cet élément-là que je trouve intéressant de voir philosophiquement, idéologiquement, voici la définition. Celle-ci, c'est l'OMS, donc Organisation mondiale de la santé. Le ministère reprend cette définition-là. Donc, la santé mentale n'est pas simplement l'absence de troubles mentaux. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de TDAH que vous êtes en santé mentale. Ça va? Déjà. L'inverse est aussi vrai. Elle se définit comme un état de bien-être dans lequel chaque personne réalise son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, travaille avec succès de manière productive et peut apporter sa contribution à la communauté. C'est une vision qu'on appelle en psychologie, c'est vraiment la psychologie positive. Donc, on voit la santé comme étant quelque chose de particulièrement dynamique. On ne peut pas restreindre l'idée que, par exemple, bon, j'ai parlé de TDAH, mais je pourrais dire, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'anxieux. Moi, je suis quelqu'un de... j'ai un trouble d'anxiété généralisée ou j'ai des attaques de panique. Ce qui pourrait influencer, évidemment, la perception qu'on pourrait se faire, c'est de ma santé mentale. Mais non, c'est deux choses différentes. C'est complémentaire. Un, évidemment, teinte l'autre, mais il faut surtout se poser la question, est-ce que, subjectivement, je me considère dans un état justement de bien-être? Est-ce que je peux réaliser mon potentiel? Est-ce que je peux faire face aux difficultés habituelles? Ça va donc en partant, c'est pas on décroche du modèle médical habituel pour aller vraiment dans un modèle qui est beaucoup plus positif. D'autres choses, l'autre clé pour comprendre le plan d'action en santé mentale, c'est une autre idéologie. En fait, je devrais dire idéologie, ouais, je vais faire attention. Une autre avancée scientifique, c'est qu'on se rend compte que l'énergie, l'investissement qu'on devrait faire envers une population, en général, on ne parle pas d'individus, on parle de population, elle est beaucoup plus efficace, cette réflexion-là, quand on investit ressources, temps, personnel, bon, vous voyez, de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a environ 80% de notre énergie, ressources personnelles, qui devrait être ici accordée à une intervention qui est efficace pour l'ensemble des élèves, l'ensemble des étudiants, l'ensemble de la population. Ça va?
Niveau 2, 15 %. Donc là, on va parler d'intervention ciblée, on va parler de prévention ciblée, bon, des trucs comme ça. Et habituellement, quand on parle de santé mentale ou de stéréotypes de ce qu'est un psychologue, disons, ou de ce qu'est un intervenant, psychoéducatrice, travailleur social, tout ça, ben là, on va parler du niveau 3. Là, on va parler de quelqu'un qui a des difficultés, troubles, bon, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, mais l'intérêt de tout ça, c'est de voir mais, comment on peut réfléchir et comment on peut organiser nos efforts. Et évidemment que, cher prof, la prochaine question, là, vous voyez, c'est où est-ce que vous pouvez être dans tout ça. J'arrive. Je vais juste, et il faut donc, l'idée, c'est d'agir avant, d'agir en prévention beaucoup, d'agir en promotion. C'est pour ça qu'on dit, on va essayer de viser le 80 % d'abord. Donc, il y a une réflexion sur où est-ce qu'on met nos ressources. Fondamentale dans l'ensemble du plan d'action en santé mentale, cette façon de comprendre, elle est essentielle. Oui? Oui. 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 OK, donc la prévention va avant l'intervention, c'est-à-dire ici. Oui. Oui. Dans la difficulté de comprendre qu'est-ce qui vient, pourquoi ça ne vient pas avant, pourquoi la prévention ne vient pas avant l'intervention. Et j'avoue que dans ce graphique-là, le problème, c'est qu'on utilise intervention de niveau 1, intervention niveau 2, intervention niveau 3. Ce qui serait peut-être plus clair, on pourrait parler de promotion, de prévention et d'intervention. Là, je pense que ça va être plus clair de cette façon-là. Donc, promotion, on parle parfois de promotion universelle, de programme universel où on va, où les enseignants, quand on parle de santé mentale, bien là, vous êtes directement touchés là, à ce niveau-là. Je vais donner l'exemple. Symptômes dépressifs. Encore une fois, si je parle du stéréotype de ce qu'est la santé mentale, si quelqu'un vous raconte un peu ses symptômes dépressifs, bien, vous allez dire, va voir un psychologue, va voir un spécialiste. Oui, c'est pas que c'est bon ou pas bon, évidemment, là n'est pas la question. C'est pas complet. Quand on pense, encore une fois ici, on pense à des groupes, on pense à des populations. Donc, ça fonctionne dans certains cas. Ce qui fonctionne encore mieux, c'est d'y aller de façon préventive. Par exemple, les symptômes dépressifs, on va participer à ce qu'on développe au service de santé, d'aide psychosociale et d'aide financière. Un programme qui s'appelle Blues, qui a été développé par Boscoville, qui a été appuyé par des études. Les résultats sont probants. Scientifiquement, ça vaut la peine de mettre de l'énergie là plutôt qu'ailleurs. Sauf que la particularité, c'est que les étudiants qui devraient participer à ce groupe-là ne sont pas des étudiants avec des symptômes aigus. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas fait pour ça. Ça fonctionne très bien avec des étudiants qui ont des symptômes modérés. Et, chers enseignants, vous avez un rôle majeur, extrêmement important au niveau 1. Le simple fait, par exemple, d'établir des relations positives. On va y arriver un petit peu plus tard, oui, mais ça inclut quoi? Ça pourrait faire quoi? Une relation positive avec vos étudiantes, vos étudiants, ça fait une énorme différence. Étude après étude après étude, on le sait. Ces relations-là positives, chaleureuses, et bon, je reviendrai sur les détails plus tard. Autre exemple, ce serait les opportunités de socialisation. Les étudiants nous le disent et on le sait, les jeunes adultes, maintenant on parle d'adultes émergents, le besoin de socialisation, d'avoir des relations sociales, c'est un facteur de protection. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, le facteur de risque, de protection, tout ça, mais c'est majeur. Ce qui fait que, par exemple, les activités parascolaires, les activités sportives, jouer aux cartes, chiller,
c'est essentiel. Tout aussi essentiel que d'entrer dans une classe et de se faire dire « Salut, ça va? Comment a été ta semaine? » ou qu'est-ce qui se passe de bon? Et là, peu importe les façons d'établir une relation qui est chaleureuse. Non, la pandémie a nui énormément. Merci. Cette distance-là, et la plupart des étudiants, la plupart des études le prouvent, c'est ça qui manquait. C'est ce lien-là. C'est d'être en relation. C'est ça. C'est bon pour les adultes émergents, jeunes adultes, mais j'imagine que c'est bon pour vous aussi. Ça a manqué beaucoup, pendant beaucoup de temps. Oui, exactement. Dernier grand principe, donc je vous ai parlé de santé mentale, je vous ai parlé… Excuse-moi. En ligne, on dit que malheureusement, lorsque nous sommes en présence d'un étudiant en symptômes élevés, parfois ils ne veulent pas toujours de l'aide. Non. J'imagine que la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut croire que c'est ça, évidemment, parce qu'on ne va pas rester insensible à cette difficulté-là. Ce que je n'ai pas écrit, j'aurais pu l'écrire ici. J'y reviendrai plus en détail. Dans le niveau 1, au niveau des enseignantes et des enseignants, un des rôles essentiels, établir des relations chaleureuses, tout ça, évidemment, mettre vos limites chaleureusement et professionnellement. Moi, j'ai été enseignant de psycho longtemps, ce qui fait que j'enseignais qu'est-ce que la dépression, qu'est-ce que l'abus de substance, qu'est-ce que un attachement insécure, et ainsi de suite. Puis là, je voyais les yeux de mes étudiants. Je leur connais. Bon. Et j'ai toujours dit, pas aux étudiants, mais à moi et à mon stress quand j'avais cette question-là. La première consultation, elle est gratuite. La deuxième n'existe pas. Ce que ça veut dire, c'est que ça prend une partie, justement, d'écoute chaleureuse et rapidement d'accompagnement. Référé. Accompagner, quitte, et il y a plusieurs profs qui le font, et merci à toutes ces personnes-là, quitte à accompagner les étudiants. Et là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qu'est une urgence, évidemment, pour des intervenants psychosociaux, bien, ça a une toute autre signification que pour des enseignants ou pour des étudiants. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en effet, il y a plein de gens qui souffrent, il y a plein de gens que nous, on voit souffrir et qui, pour une multitude de raisons, ne sont pas prêts, ne sont pas rendus là, ne sont pas à l'aise, ils vont refuser. Ce qui fait que ben, la clé là, simple, il faut garder des ponts. Garder la discussion ouverte, garder des ponts. Je pense que ça peut être intéressant pour toi. Je pense que tu aurais avantage. Veux-tu qu'on y aille ensemble? Je pourrais t'accompagner. Et la semaine d'après, comment ça va? Et ce n'est pas culpabilisant là, de « je t'avais dit d'aller consulter, tu n'es pas allé ». Et là, il y a une mince ligne entre ce qui est constructif et ce qui est culpabilisant. Bon, tout ça, je ne vais pas rentrer dans tout ça. On pourra avec plaisir s'en reparler dans une autre rencontre ou une autre présentation, mais avec le temps qui m'est donné, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais oui, c'est un défi. Oui. Troisième élément du plan d'action en santé mentale, donc je vous ai parlé de la santé mentale, je vous ai parlé de la réponse à l'intervention, l'approche écosystémique ou socio-écologique, c'est deux synonymes. C'est M. Bronfenbrenner qui a développé ça déjà à partir des années 70 environ, là, et quelques grandes thématiques. Ici, si on veut comprendre l'individu qui est dans le milieu, qui est dans le centre ici, que ce soit un enseignant, que ce soit vous, que ce soit un étudiant, moi, le principe est le même. Donc, moi, je me place dans le centre. Mais si on veut me comprendre, il faut qu'on comprenne l'ensemble des microsystèmes dans lesquels je suis. Donc, comment je suis à l'école, comment je suis avec ma famille, comment je suis avec mes amis, si je suis pratiquant, ben à l'église, comment ça va, ou ailleurs,
de diverses façons. Et ces échanges-là sont réciproques. C'est-à-dire, et la question me donne un bel exemple, comme enseignant, je ne suis pas imperméable à ce qui se passe et à la santé de mes étudiants et à leur réalité. Et eux, elles, ne sont pas imperméables à ma santé et à mes interactions avec eux et elles. Et ça, c'est essentiel. Et de la même façon que ce qui se passe dans la famille a un impact. Et si vous avez enseigné, là, vous l'avez vu ça. Ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe avec mon chum m'a lâché, ma blonde, peu importe, mon partenaire, mon Simon. Ah, oui, mais là, maintenant, tu sais, tu as un examen. Oui, mais non, là, je ne suis pas là, je ne suis pas disponible. Donc, ça, c'est plein d'exemples de cette façon. C'est aussi dynamique. Et ça, je vais revenir à plusieurs reprises. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de voir ça comme étant quelque chose, de voir la santé mentale, de voir la maladie, de voir le trouble, de voir tout ça, l'adaptation, comme étant quelque chose de statique. Au contraire, toutes les études nous disent que c'est non seulement une erreur, mais c'est nuisible. J'y reviendrai tantôt, la perception de voir ça comme étant statique, elle est très, très nuisible. Il faut voir ça surtout comme étant dynamique. Oups, désolé. Dernière idée essentielle. Si la personne, je parlais d'individus ici dans le centre, si la personne est placée dans des conditions qu'on pourrait appeler favorables, j'y reviendrai tantôt sur ce qu'est favorable, je vous dirais que la pandémie, c'est pas mal l'autre extrême, favorable étant très, très différent de tout ça. Naturellement, et là, c'est pour ça que je vous disais, c'est on pourrait dire philosophique ou idéologique, mais appuyé sur plusieurs études, c'est que la personne a tendance à se développer. La personne a tendance à croître. Ce qui fait que là, c'est nécessairement extrêmement positif pour des gens qui sont dans le milieu de l'enseignement, pour des gens qui veulent accompagner des étudiants. Je ne parle pas de, disons, tantôt je faisais référence à des psychoéducatrices, il y a des orthophonistes, il y a des intervenants ici, là, comme enseignants. C'est extrêmement important de se rappeler de ça. Vous en avez parlé tantôt. Il y a aussi un comité en santé mentale. Je passe vraiment vite là-dessus. Donc, en effet, la composition du comité en santé mentale qui émane du plan d'action en santé mentale. Donc, il y a 4 personnes étudiantes, 2 membres du personnel enseignant, 2 membres professionnels, 2 membres soutien, une personne cadre. Il y a moi, il y a, je m'excuse, il y a 2 invités de la direction de la santé publique qui nous accompagnent. Et donc, on réfléchit à plusieurs éléments. Je passe vite sur ça. Ça me fera plaisir de vous expliquer plus en détail si jamais ça vous intéresse. Mais donc, le mandat, avoir une meilleure compréhension de la santé mentale, améliorer évidemment cette santé mentale étudiante, toujours, impliquer les étudiants dans leur propre santé mentale et dans leur propre, dans les services, disons, qu'on pourrait développer. Rédiger à la fois la politique et le plan d'action et faire le suivi par après. Quand je bois, ça veut dire que vous ne parlez pas assez. Je vais prendre une longue pause. Il y a des personnes peut-être plus introverties qui vont vouloir revenir sur des éléments, qui vont poser des questions, avoir juste commentaires ou réflexions. Merci, mais je me méfie des gens qui... comment ça s'appelle le renard et le corbeau, là? Il y a un maître renard qui essaie de me flatter ici. Là. En tout cas, quand des étudiants me disaient « c'est clair », mais bon, on n'est pas dans ce contexte-là, je vais continuer. Donc, ne vous gênez surtout pas. Je vais juste voir dans le temps, ça ressemble à quoi? Ah, ça va. Pourquoi ça marche? Ah, OK. L'état des lieux.
quel est l'état de santé mentale des étudiantes et étudiants du Collège Antique et en quoi mon enseignement, évidemment, peut être aidant? Oui, Quelqu'un s'est déjeuné en yeah, ligne. bravo. Elle dit ça de nos jours, tout ce qu'on entend, c'est que les étudiants sont perpétuellement stressés. En partie, oui. Il faudrait évidemment nuancer les. Quelle proportion des étudiants, certains des étudiants, à certains moments, certains des étudiants sont un peu plus stressés. Est-ce qu'on veut faire la différence entre le stress et l'anxiété? Peut-être pas, là. Je pense que l'intention, c'est plus... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas bien avec les étudiants. Oui, toutes les études depuis un certain 13 mars 2020 là, au Québec, toutes les études nous le disent, les niveaux d'anxiété sont plus élevés. En effet, chez les jeunes adultes particulièrement, on a parlé de socialisation, de grandes difficultés de transition. Oui, c'est confirmé. En effet, il y aura un effet de cohorte monumental qu'on pourrait, je ne sais pas, dans 30, 40 ans, on mesurera les effets à long terme. Mais je ne sais pas si je m'avance trop, mais je pourrais dire, depuis la crise économique de 29, possiblement qu'on n'a rien connu d'aussi important que ça. En termes de cohorte, là, si j'entends la population, les jeunes, les étudiants, je pense qu'on est en face de quelque chose qu'on n'aura pas vu depuis environ 100 ans, là, 1929, 30, là, au Québec, c'est arrivé un peu plus tard, là, mais oui, c'est majeur. Et donc, ben, il faut s'ajuster. Oui. 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 Le commentaire est intéressant. Il y a des étudiants qui ne seraient pas assez stressés. Moi, j'ai toujours voulu inventer une espèce de machine à osmose pour prendre, habituellement, dans mon expérience, habituellement, de façon générale, donc un peu stéréotypée, certaines jeunes filles, jeunes femmes, sont un petit peu plus stressées. Certains jeunes garçons ne le sont pas assez. Et j'aimerais ça, avoir une machine à osmose qui colle les deux ensemble, puis elle descend un peu, lui monte un petit peu, en effet. Ouais. Il y a plein de façons aussi. Hein? Je peux vivre beaucoup de stress ou d'anxiété et vous allez voir quelqu'un d'avachi, de désengagé, donc, et je peux vivre mon stress comme étant est-ce que ça c'est important? Est-ce que ça y a-t-il un cours la semaine prochaine? Y a-t-il un examen? Est-ce que ça c'est il y a plusieurs façons de le vivre et de l'extérioriser puis de le remarquer, disons. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en général, les gens ne vont pas beaucoup mieux. Et même à ça, dans les dernières études qui sont sorties, il y a quand même une petite frange, un 5 à 10 de la population de jeunes adultes qui s'en sort très bien, malgré tout. Donc, c'est pour ça que je dis, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura des réponses un peu plus solides là, sur les jeunes, sur cette génération. Mais oui, en général, on est dans des niveaux plus élevés de stress et d'anxiété. Ouais. Donc, ce que l'on sait de façon bien incomplète, mais ce qu'on sait pour l'instant, on le sait avec le CACUS, qui est l'acronyme que vous voyez ici là, sur une association canadienne de collèges des services étudiants, des collèges et universités, qui ont développé un merveilleux outil, une espèce de synthèse macro qui reprend énormément d'éléments de plein d'enjeux vraiment interdépendants les uns avec les autres. Là, si je reprends ce que j'ai présenté tantôt sur le modèle socio-écologique de Bronfenbrenner, vraiment cet outil-là, ce n'est pas un étudiant ou les étudiants, c'est l'ensemble du milieu de vie qu'est le cégep ou le collège ou l'université.
merci beaucoup à Isabelle et Sophie qui ont fait un travail extraordinaire tout l'hiver dernier d'adaptation, de traduction de cet outil-là, du Caucus, qui était originellement en anglais uniquement, et qui l'ont traduit et adapté ici au Collège Antique. Et merci beaucoup à Noémie, ici, salut, Florence et Julie aussi. Salut, merci beaucoup. Professionnels de la Direction régionale de la santé publique de Montréal qui nous ont accompagnés depuis le début dans cette étude-là, dans cet état des lieux, disons, basé sur l'outil que je vais appeler le Caucus. Donc, le défi, je passe vite sur ces éléments-là parce que c'est plus des éléments méthodologiques. Donc, je passe rapidement. Organiser une vision globale des multiples réponses obtenues à 70 questions qui regroupent 7 grands thèmes, 7 grands éléments. Donc, l'idée générale, c'est qu'on s'est basé sur le sondage ECOB. 2000 participants étudiants ont répondu à ça. Il y a le sondage qui a été envoyé à tous les membres, tous les membres du personnel, 234 répondants. Après ça, il y a eu sondage, rencontre, un mélange des deux avec 11 départements, 400 enseignants, enseignantes. Ça a été réalisé en fin avril, mai et juin l'année dernière. 3 directions ont répondu à un questionnaire. Donc, je vous disais, par exemple, là, les services administratifs, les ressources humaines, l'international, les affaires étudiantes. Donc, différents éléments qui ont été complétés et d'autres infos. Et toutes ces réponses-là ont été transcrites, organisées. Donc, je disais merci beaucoup à toute l'équipe qui a fait cette transcription, cette classification, ainsi de suite. Et je vous présente quelques données vraiment préliminaires. Je me suis un peu fait prendre, là, je vous parle tantôt d'un autre sondage ECOB. Donc, je vous présente brièvement et de façon bien incomplète là, certaines données. Alors, premier domaine d'information, de cueillette de données du Caucus, c'est par exemple la structure institutionnelle. Donc, on est vraiment dans le macro là. Est-ce qu'au niveau de l'organisation, de la planification, les politiques, donc de façon très, très générale, ça va, on n'est pas, vous allez voir tantôt, je pense que c'est le 4e ou le 5e, on est vraiment dans l'intervention. Là, on n'est pas là. Et je ne veux pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que signifient tous ces domaines-là, mais un exemple de force, c'est par exemple la mise sur pied du comité permanent sur la santé mentale étudiante, ce qui fait que déjà en quelques mois, un an et demi, on a donné littéralement, là, on a donné le micro. On a donné la possibilité à des étudiants de nous dire qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui nuit à ta santé mentale? Qu'est-ce qui favorise quand tu regardes autour de toi, quand tu nous parles de toi précisément? Qu'est-ce qui fait que ça va bien? Puis déjà, on a des informations puis des pistes de réflexion et d'amélioration. On est déjà là-dessus là, dans certains cas, ce qui fait que ça aide énormément d'avoir ça. Mais bon, bien humblement, on est comme ça dans tous les cégeps. Là. Ce comité institutionnel se met en place dans tous les cégeps. Deuxième domaine, un milieu collégial qui est favorable et inclusif. Un exemple de force, c'est par exemple la grande accessibilité du BEPA. Le Bureau des étudiants de première année, ça a été nommé à maintes reprises, principalement par des étudiantes et des étudiants qui nous disent « c'est une merveilleuse idée ». Cette possibilité-là d'y aller, surtout sans rendez-vous, sur la spontanéité. L'idée que la porte est ouverte, littéralement, et qu'on y va, on rentre. Ah oui, j'avais une question. Je ne sais pas, à qui je peux m'adresser pour ça? Principalement pour des jeunes hommes, c'est extrêmement bénéfique. C'est ça, on ne rentrera pas dans le cortex préfrontal de certains jeunes hommes qui, on le sait, à cet âge-là, il manque encore un petit peu c'est ça, il en manque. Qu'est-ce que tu veux? On se rattrape par la suite. Mais les hommes, notre cerveau
frontale et préfrontale, ben, on est plus dans la spontanéité, on est plus dans l'impulsivité, surtout à cet âge-là, comparativement aux jeunes femmes du même âge. Donc, le savoir, réagir en conséquence, offrir un service qui est justement ouvert, spontané. Maintenant, tout de suite, là, tu veux une réponse? OK, ben oui, il est temps. C'est ouvert. Ça aide beaucoup. OK. Je vais passer rapidement sur les autres. La sensibilisation à la santé mentale, peut-être juste pour vous dire que moi, c'était un des objectifs bien personnels. Quand je vois passer des invitations, est-ce que vous avez des idées pour participer à un colloque pédagogique? Oui, je veux parler de santé mentale. J'aimerais ça qu'on discute de santé mentale. J'aimerais ça qu'il y ait une sensibilisation plus grande sur la santé mentale. Et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Je vais vous poser plein de questions tantôt. Lâchez pas. Capacité de la communauté à répondre aux premiers signaux, ça va. Bon, capacité d'autogestion, d'adaptation. Évidemment, former des étudiants. Souvent dans d'autres cégeps, puis même ici, l'expression qu'on utilise, ça va s'appeler un guide d'auto-soin, qui est une excellente première étape. Ce qui veut dire, grosso modo, quand je reprends la thématique de réponse à l'intervention, ben, dans 80% des cas, si je vous donne certains outils, si je vous les propose, si on en discute un peu ensemble, la vaste majorité des gens vont faire « OK, je vais piger les bons éléments et je vais me développer avec ça, puis je vais trouver mes propres réponses. » Je n'ai pas besoin d'avoir plus ou je n'ai pas besoin d'une intervention. Ce que j'ai besoin, c'est comment je nomme mes émotions, puis comment je les reconnais, puis comment je peux. C'est quoi le stress, puis comment ça se passe, puis OK, c'est normal. Ce que je vis en ce moment, c'est OK, ça va. Ça s'arrête là. Dans la majorité des cas. Et j'avance là-dessus. Service accessible en santé mentale, bien évidemment, un des grands enjeux dans un cégep où on frôle le 10 000 étudiants, ben, c'est de répondre de façon adéquate, équitable, relativement rapidement à de multiples besoins. C'est un grand défi. L'équipe en ce moment réfléchit énormément à cette question-là et pour moi, ben, c'est évidemment essentiel et ils le font extrêmement bien, là. Les premières rencontres d'évaluation, le processus de triage sont en nette amélioration, puis il reste à équilibrer les ressources entre combien de temps on donne au triage. Triage étant la première étape. Là. Bonjour, tu es une étudiante, un étudiant, tu dis que tu as besoin d'un coup de main, bon, tout ça. Viens, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont tes besoins? Et après, on parle d'évaluation, après, on parle de suivi. Et gestion des crises dans les cas extrêmes. OK. Toujours dans le caucus, information qui provient des COB. Je passe vite sur ça. Malheureusement, là, il y avait des informations très intéressantes, mais il y a eu un problème technique de la part de l'équipe de recherche des COB, ce qui fait qu'il y a des données que, vous allez voir tantôt, j'ai retiré des données, tout simplement, parce que c'était pas clair, c'était plus bon. Mais l'idée, c'est que il y a 3000 qui ont participé, mais surtout ici, il y a autour de 2000 participants et participantes dont on a conservé les résultats, ce qui fait que c'est 20%. Mon échantillon de 20% est excellent sur une population générale de 10 000. C'est hautement représentatif. Au niveau de sécurisation culturelle, de relations sociales, de tout ce qui ressort évidemment de ce sondage ECOB, il y a des données importantes et c'est peut-être un élément à considérer, chères enseignantes et chers enseignants. Les étudiants démontrent une bonne adaptation à l'environnement, mais 11% ont déjà vécu de la discrimination. C'est autodéclaré,
On pourrait voir, évidemment, bon, le questionnaire ECOB est méthodologiquement là, assez impeccable, mais on pourrait voir ben, comment, quand, de quelle façon, est-ce que c'est, quelle est l'intensité de cette discrimination-là, mais bon. L'accent, la langue, l'apparence physique, la couleur de la peau, l'appartenance ethnique ou culturelle, les motifs sont les motifs de discrimination les plus courants. Ce qui fait que, bien évidemment, petite note d'amélioration, l'équité et la propension à accueillir les inconforts par le personnel pourraient être améliorés. Donc, c'est deux éléments que je vous invite, chères enseignantes et enseignants, bon, à l'ensemble du personnel évidemment, mais puisque je me centre sur les enseignantes et les enseignants, donc essayez de revoir ça, de quelle façon, dans ma pratique, je peux améliorer. Qu'est-ce que je fais déjà de très bien? Félicitations, continuez, s'il vous plaît, vous faites la différence. Et les étudiants, j'y arrive tantôt, mais les étudiants nous le disent. Les enseignantes et les enseignants qui sont ici chaleureux, qui accueillent cette différence-là, font une énorme différence. Énorme. Profil socio-économique. Un quart des étudiants sont considérés en insécurité alimentaire. C'est gigantesque. Un quart. Donc, ce que ça signifie peut-être méthodologiquement, là, voici les 3 questions. Si la personne répond oui à au moins une de ces questions, il est considéré comme étant en insécurité. Donc, est-ce que je mange moins que je le devrais parce que chez moi, nous n'avons pas assez d'argent pour la nourriture? Est-ce que la situation arrive souvent ou elle est parfois vraie? 11% des étudiants disent oui, c'est ma situation. Et ainsi de suite pour les 2 autres indices. Je ne peux pas m'offrir de repas équilibrés parce que chez moi, nous ne pouvons pas nous le permettre financièrement. Ça va? Donc, 25% des personnes nous répondent oui, c'est-à-dire c'est souvent ou c'est parfois vrai, à au moins une de ces 3 questions-là, ce qui est gigantesque. En contrepartie, bien, évidemment que le service dont je suis responsable, donc santé, aide psychosociale et aide financière, bien, la partie aide financière, bien, on travaille déjà sur ça. Il y a des éléments qu'on essaie de mettre en place, mais c'est majeur. Oui? Oui. Et pourtant, il ne manque pas. Oui. Je ne sais pas. La meilleure réponse, méthodologiquement et scientifiquement, je ne sais pas dans les données ECOB. Ce que je sais, à main levée, on regardera Zoom comment on peut faire ça, mais qui ici n'a pas de cellulaire? Donc, il y a une personne. On la connaît, mais elle a d'autres belles qualités, cette personne-là. Mais on parle d'étudiants et on parle d'étudiants qui ont des difficultés financières. Donc, quelle est la priorité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que, tu sais, la réponse, en fait, il y aurait plusieurs réponses à ça dans l'ensemble des priorités. Moi, j'aimerais ça poser la question. Moi, quand j'enseignais, des fois, j'avais des étudiants qui me disaient, mais j'ai eu de la misère à répondre à votre mini-test, monsieur. OK, mais il y a des ordi un peu partout. Non, mais c'est pas, je l'ai fait sur mon cellulaire. Est-ce que chez toi, tu as d'autres outils? Non. Pourquoi j'aurais d'autres outils? J'ai mon cell. Je fais tout là-dessus. Fait que, il y a plein d'autres questions qu'on pourrait voir dans la priorité, dans est-ce que les parents, bon, tout ça. C'est pour ça qu'on ne pose pas des questions, par exemple, sur le revenu de tes parents ou le revenu du ménage. Ça, au niveau scientifique, là, si vous parlez de ménage, c'est super complexe à comprendre. Parfois, les étudiants ne savent pas. C'est pour ça qu'on pose des questions relativement simples et concrètes, mais ça nous donne un aperçu du niveau socio-économique du revenu. Mais oui, il y aurait peut-être, dans certains cas, des priorités à revoir. Oui.
Oui. Ouais. Oui. Oui, mais c'est une piste de réflexion, tu sais, à quoi sert cet objet-là que j'ai laissé là-bas, mais qu'évidemment que j'ai. À quoi sert cet objet? À beaucoup de choses. Je suis mitigé. Autre élément des COB, et c'est là que je suis mal à l'aise, là, je m'excuse sincèrement, mais j'aurais aimé ça vous présenter des chiffres, ou en tout cas, une donnée plus pertinente que je ne sais pas combien. Au niveau de l'anxiété modérée et de l'anxiété sévère, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler des COB depuis le mois de mai, mais les chiffres étaient très élevés, inquiétants. Mais bon, je vais dire que je suis rassuré d'être obligé de retirer ces données-là parce que si j'avais été obligé de vous présenter ce que je savais, bien, ça aurait été très élevé. Puis là, ben, semble-t-il qu'il y a des erreurs, semble-t-il. Il y a des erreurs du côté des COB. Ça me rassure un peu. On espère que les chiffres vont être plus bas. Mais je voulais quand même vous donner ces éléments-là. Donc, on mesure le niveau d'anxiété chez les étudiants et les étudiantes. Et on ne mesure pas la source. Ça, c'est intéressant à réfléchir. On ne sait pas ce que sont, ce qu'est les sources principales. Est-ce que c'est parce qu'il y a certains étudiants, dans l'ensemble de ceux qui sont un peu plus anxieux ou qui ont plus de symptômes d'anxiété, est-ce que c'est des outils pour gérer, pour reconnaître, gérer, appréhender, nommer cette anxiété-là? Peut-être. Est-ce que la COVID a quelque chose à voir avec ça? Certainement. Jusqu'à quel point, de quelle façon, ainsi de suite. Je sais pas. La transition, ado, adulte émergent, vous avez enseigné, vous avez vu, il y a quelque chose dans l'été entre la première année et la deuxième. Je ne sais pas ceux qui ont enseigné, en tout cas moi, mes étudiants qui arrivaient du secondaire, disons, majoritairement là, 17 ans, première session de cégep, il était clairement adolescent. Et là, parfois, on souhaite que la majorité, mais ceux et celles qui revenaient l'année d'après, wow, des adultes. Émergents, mais quand même des adultes. Il y a cette transition-là qui est très anxieuse dans le rôle qu'on leur demande, dans le rapport à l'enseignant, il y a plein de choses, dans le rapport à l'autonomie, au choix qu'on leur propose, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a de l'éco-anxiété? Je vous dirais, s'il n'y en a pas, je m'inquiète beaucoup. Discrimination, exclusion sociale et autre chose. Et encore une fois, la différence entre ce qu'est un trouble et ce qu'est la santé. Ce qui fait que ce n'est pas parce que je vis beaucoup d'anxiété que j'ai un trouble ou bien que je suis en mauvaise santé ou en santé mentale moins que florissante, disons. Ça peut être plein d'éléments comme ça. Il peut y avoir en fait, on doit vraiment se rappeler l'élément de dynamique de cette santé mentale-là. Oui, Pascal, tu avais un commentaire, une question? Oui, question en ligne. On dirait que même commentaire et question, il semble que la nouvelle génération d'étudiants est très anxieuse. De son expérience à cette enseignante, il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui souffrent d'anxiété de performance. Oui. Est-ce qu'on a des pistes pour les aider, ces personnes-là? Sur l'anxiété de performance, particulièrement, bien, il y en a, oui, il y en a beaucoup. Bien évidemment, essayer de ne pas survaloriser ce qui est peut-être valorisé ailleurs. C'est-à-dire, évidemment, je n'ai pas de contrôle sur comment les parents ou la communauté, le groupe, valorisent que, puisque tu... ce que j'ai beaucoup entendu comme enseignant. Moi, j'ai immigré. Moi, j'ai sacrifié. Toi, tu vas réussir. Sous-entendu, ben, tu vas au moins aller à l'université, ce qui est parfois une excellente idée, parfois non, qui est source de
de stress, d'anxiété de performance. Et sinon, encore pire, ce n'est pas juste l'université, c'est ce programme bien précis. Bon, médecine, évidemment, droit, moi j'enseigne en sciences humaines, donc droit, bon, tout ça. Il y a donc de déconstruire certaines attentes. Je vais parler tantôt de compassion envers soi. Il y a peut-être certains outils là, qui pourraient être intéressants. Mais oui, ça peut être. Il y a des suites à donner à tout ça. C'est encore le temps. Il y a une autre question. Oui. Il reste une quinzaine de minutes. Oui. Est-ce que c'est possible d'expliquer ce qu'est l'éco-anxiété? Marianne, est-ce que tu veux. Est-ce que tu voudrais. Je m'excuse. Je vais en profiter. C'est une ancienne étudiante à qui j'ai eu le bonheur d'enseigner il y a quelques années. On va garder ça flou. Marianne, et qui travaille maintenant à Enjeu, l'environnement jeunesse. Est-ce que je te prends de cours ou tu veux t'essayer avec une brève description de ce qu'est l'éco-anxiété? Oui. Donc, les symptômes que tu nommes, c'est l'anxiété, c'est-à-dire c'est ce que les gens habituellement, on connaît bien de l'anxiété. La cause, toutefois, quand on utilise l'expression éco-anxiété, c'est que la cause principale, elle est liée à le sentiment d'impuissance, parfois la colère, la rage, l'inutilité, la fatigue, bon, tout ça, toujours en lien avec ce que, si vous ouvrez les yeux et les oreilles depuis quelques années, vous devriez avoir une compréhension de ça ne va pas très bien et qu'est-ce qu'on peut faire. Pour certaines personnes, ces enjeux-là environnementaux sont la cause majeure de leur anxiété. D'où l'expression éco-anxiété, perte de biodiversité, réchauffement climatique et ainsi de suite. Alors que si on utilise le mot anxiété, là, cette source principale, disons, serait autre chose, pression des parents, anxiété de performance. Bon, ça pourrait être très variable. Oui. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Dans la préparation, dans l'action, dans mais qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que individuellement ou collectivement. Oui. Il y avait une super conférence ce matin si vous avez eu la chance d'y participer. Je vais accélérer ou je vais revenir sur mon thème principal parce qu'il me reste environ une quinzaine de minutes. Qu'est-ce que les étudiants auraient à dire à propos de leur santé mentale et du rôle de leurs enseignants? J'aurais aimé ça vous présenter beaucoup plus de données. Ça s'en vient. Ce que je peux vous dire, c'est certains éléments, et j'ai volontairement fait exprès. Hein, j'ai commencé en vous disant, j'ai depuis longtemps une vision positive. Moi, ce qui m'intéresse depuis le début, c'est comment les gens vont bien. Qu'est-ce qui fait que les gens vont bien? Donc, ce que j'ai choisi de vous présenter, c'est évidemment qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui fait, chères enseignantes, chers enseignants, lâchez pas. Quand vous faites ceci, vous êtes tellement, tellement aidants, géniaux, super. Lâchez pas. Par exemple, se sentir compris, se sentir soutenu par le personnel, par les enseignants. Plusieurs étudiants nous disent, ça fait tellement la différence, ça fait tellement de bien. L'empathie, l'écoute, la chaleur,
de plusieurs enseignants. Encore une fois, bravo, lâchez pas. Si je reprends la question de tout à l'heure, oui, mais il y a des étudiants, on le voit là, qui ne vont pas bien. Ils ne veulent pas aller chercher les services, ils ne veulent pas aller plus loin. C'est correct. Lâchez pas. Cette empathie-là que vous avez démontrée, cette chaleur-là de dire ta difficulté, je vois, je t'entends, tu sembles ne pas aller. Est-ce que je me trompe? Ça me touche. Qu'est-ce que je peux faire? C'est génial. C'est extrêmement aidant. Des fois, ça peut donner comme impression que comme enseignant, ben, je pourrais en faire plus ou j'en ai pas assez fait ou la personne ne veut pas s'aider. Peut-être. Mais peut-être c'est pour l'instant. Mais pour l'instant, le simple fait, je suis sensible. C'est de l'empathie, là. C'est ça. Je suis sensible, je te vois, je vois que tu souffres, je vois que ça ne va pas bien. Ça me touche. C'est majeur. Et les étudiantes et les étudiants nous le disent, ça fait tellement de bien. Peut-être que je n'irai pas consulter, mais ça fait énormément de bien. Je le répète encore une fois. OK. Opportunité de socialisation. Il y a beaucoup d'étudiants qui disent de diverses façons. Je vais dire à mon prof, je n'ai pas nécessairement le goût que vous fassiez des équipes. Je n'ai pas nécessairement le goût que ce soit le prof. J'aimerais ça, moi, décider de mon équipe. Mais j'aime ça des fois quand le prof il décide des équipes. J'aime beaucoup ça parce que ça me permet de faire... Allô? Moi, c'est Pascal. Toi? Ouais. On va peut-être passer 2, 3, 4 ans à étudier ensemble. Allô? Puis si jamais ça va bien, on va peut-être même échanger des numéros de sel. Puis je vais peut-être même t'appeler dans 2 semaines ou 3 parce que, tu sais, c'est Pascal, là, on est dans le cours de psycho. Ouais, je n'étais pas là au dernier cours. Le cours était-tu important? Question que j'adore toujours. Mais cette socialisation-là, cette possibilité-là, chers enseignants, quand vous mettez ça en place, quand vous facilitez, provoquez, réseautez des jeunes adultes, ça les aide beaucoup. Ils vont faire comme... Ça, c'est le côté un peu ado, mais ça fait le plus grand bien. Avoir plus de temps, évidemment. Avoir des espaces calmes. Dans un grand cégep comme ici, ça revient souvent. J'aimerais ça chiller. J'aimerais ça être juste seul. C'est pas moins de bruit, moins de monde. La cafétéria, l'agora, ça répond à certains besoins de certaines personnes. Et il y en a d'autres que, ben, si jamais là, vous vous promenez un peu dans le cégep, vous les voyez, là, vivement la solitude. Là. C'est correct, ça fait du bien dans certains cas. C'est ce qu'on cherche. Accès à une ressource d'aide psychosociale, bien évidemment, là, ça nous concerne pas mal plus, là, les services, facilement, rapidement. Oui. Et on travaille sur ça, on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit possible. Être dans un programme qui me plaît. Et là, vous allez aimer celle-là, chères enseignantes, chers enseignants. Ce qui me fait du bien, bon, être dans un programme qui me plaît, donc il y a une partie où vous avez un certain contrôle sur ça, il y a une partie où on fait ce qu'on peut, puis des fois, on fait des choix à revoir. Étudier pour apprendre, pas pour mémoriser. Ça revient aussi, ça. Trouver un sens, une signification à mes apprentissages. Ça ressort beaucoup. Donc, les profs qui le font, en fait, ça, c'est des propos des étudiants. Donc, ce qu'on leur pose comme question, c'est quand les profs, qu'est-ce que les profs peuvent faire? Mais quand les profs font ça, ça aide tellement. C'est tellement plus motivant. Je trouve un sens, je suis engagé, ça m'aide. Pardon. Et quand la diversité est célébrée de plein de façons possibles,
je vais probablement dépasser. Hein. Je dis tout de suite 5 minutes, peut-être de 5 minutes de plus, mais bon, je vais essayer d'être. Quand la diversité est célébrée, de plein de façons. Mais quand le fait que je sois différent soit vu comme une force, soit vu comme un avantage, soit vu comme une possibilité, plutôt que bon, il faut que j'adapte encore une fois mon cours. Il ne faudrait plus que je dise ce mot-là maintenant. Come on. Oui, il ne faudrait plus, en effet. Mais cette diversité qui est célébrée, encore une fois, les étudiants nous le rapportent, bien, ça aide énormément. OK. Comment tirer profit des connaissances en psycho pour améliorer ma pédagogie? Je vous propose certaines réponses. Quand on pose la question aux enseignantes et aux enseignants, là, je reprends les données du Caucus. Qu'est-ce qui aide? Quel est le rôle? Quel est votre rôle en lien avec la santé mentale? Détecter, diriger vers les sources appropriées. Merci beaucoup. C'est génial. Si vous êtes à l'aise, chères enseignantes et chers enseignants, détecter, ça implique l'empathie, ça implique l'écoute, ça implique une sensibilité, ça implique plein de choses. C'est un petit verbe tout simple, mais c'est central. Et de notre côté, on est en train de développer un outil qu'on pourrait appeler un arbre décisionnel ou qu'on pourrait appeler un outil pour détecter, disons. Comment savoir que ça c'est inquiétant? Ce type de situation, comportement, attitude, bon, tout ça, ouais, OK, ça c'est correct, ça va, pas trop mal, très inquiétant, OK, ça, s'il vous plaît, référez maintenant. Suicide Action Montréal. Ou bien venez aux services psychosociaux. Donc là, nous, de notre côté, on est en train de développer certains outils, mais quand vous le faites, vous êtes extrêmement aidant. Encore une fois, c'est les réponses des étudiants. Donc, écoutez, rassurez. Vous êtes les premières personnes les plus importantes pour ces étudiantes et ces étudiants. Ils vont passer beaucoup de temps avec vous pendant toute leur formation. Mettre en place un climat d'apprentissage motivant, non anxiogène. Quand je parlais d'anxiété de performance tout à l'heure, ben, il y a des comportements d'enseignants qui vont malheureusement augmenter cette anxiété de performance-là. Si vous mettez beaucoup d'emphase sur, par exemple, vous accordez la valeur à une étudiante ou un étudiant en fonction de sa note, ben là, ça ne va pas du tout. C'est contre-productif totalement. Ça va, la personne a une valeur en tant que telle et malheureusement, sa note est mauvaise, est nulle. C'est pourri. La personne, elle, est géniale. Déjà ça, et les étudiants comprennent ça très, très bien, puis évidemment que vous le comprenez aussi. Certaines données de l'INSPQ qui appuient cette façon-là, c'est une autre représentation du modèle socio-écologique. Donc, le simple renforcement des services psychosociaux, plus de psy, plus de TTS, plus de TS, plus d'intervenants, plus de psychoéducatrices, plus de le SAID. Il faut qu'il y en ait plus. Ben non. Oui, mais non. C'est une réponse à nuancer, mais ça ne fonctionne pas. Ce point de vue est soutenu par la recherche scientifique qui montre l'importance d'investir dans des approches globales, ce qui fait que si on veut bien répondre aux enjeux de santé mentale, ben d'abord les enseignantes et les enseignants, ensuite les services spécialisés, notamment le SAID, les CO, le service d'aide psychosociale. Mais vraiment ensuite. OK. Je passe vite sur ça. Comment tirer profit, encore une fois, des connaissances? En psycho, ben, je vous présente quelques éléments, vraiment rapidement, surtout à l'heure qu'il est.
si on place, donc votre rôle comme enseignante et enseignant, c'est de créer des conditions favorables, comment on pourrait? Comment on pourrait faire ça? Qu'est-ce que ça signifie se développer? Quelles seraient vos conditions à vous, chères enseignantes et chers enseignants? Habituellement, on parle dans ces éléments-là de notion de stress. Vous connaissez probablement le ciné, c'est-à-dire que plus je suis en contrôle, moins c'est imprévisible, moins il y a de nouveautés et moins mon ego est menacé. Bien, habituellement, le stress, la variante psychologique du stress va beaucoup diminuer. Ce qui fait que, chers enseignants, si vous voulez baisser le stress chez vos étudiants, augmenter leur niveau de contrôle, augmenter la prévisibilité, des tests surprises, c'est pas bon. OK, on va se le dire là, c'est pas bon. Ça mesure quelque chose qui est pas mal plus de l'ordre de la gestion de stress que de la compétence que j'avais en tête avec cet élément-là d'évaluation. Ça mesure bien la gestion de stress, ça ne mesure pas très bien cet élément de compétence. Fait que si votre intention, c'est de bien mesurer l'élément de compétence, ça ne passe pas, ça ne marche pas bien. Je vais me centrer surtout sur... en fait, je vais conclure. Quelques propositions tirées de la psychologie. Par exemple, je vais vous proposer des pistes et après, on pourra voir là, par la suite qu'est-ce qui est possible parce qu'évidemment, quand 1h15, j'y arrive pas. Il me reste des éléments et comme j'ai dit dès le début, j'aimerais ça que ce soit une première rencontre de plusieurs. Conception de l'intelligence. Le simple fait, étude après étude, on s'en rend compte, si vos étudiants ont une conception de l'intelligence qui est plutôt statique, qui est fixe. Moi, je suis bon en maths. En français, je suis poche. Cette vision-là, statique, nuit énormément à l'apprentissage. Alors que si vous avez une vision plutôt dynamique et si vous, comme enseignant, vous influencez et vous travaillez sur cette vision dynamique de « t'es pas bon en mathématiques jusqu'à maintenant » ou bien « faut que tu te pratiques un peu plus ». C'est comme un muscle. Ça va? Et si vous avez, en tout cas, certains gars dans mes cours, quand je parlais de bench press, combien tu lifts, puis combien tu as des deadweights, puis ça, hein, ils font. C'est un langage que, oh, pas là, ils venaient de comprendre et je leur parlais de l'intelligence. Ben, c'est ça, c'est la même chose. C'est le même principe. J'aurais bien aimé vous parler de 2 éléments principaux. Je vous les nomme. Malheureusement, je ne vais pas aller en profondeur, mais 2 éléments complémentaires. Ce qu'on appelle la compassion envers soi ou l'autocompassion. Je vous donnerai les références pour les personnes qui le veulent. Je pourrais évidemment partager cette présentation. Et le profil de compétences en enseignement collégial qui a été développé par le Cégep de l'Outaouais. Je vous présente très, très, très rapidement, mais je veux surtout vous parler, je veux vous convaincre. C'est un peu machiavélique, manipulateur, mon truc, mais j'haïs ça, cette expression-là, mais faites-moi confiance. J'haïs ça comme façon de faire, j'aurais aimé ça vous présenter adéquatement, mais bref, l'autocompassion, vite, vite, ce que c'est, si je reviens là à l'essentiel, c'est ici. Attitude de bonté, de bienveillance envers soi. Un état émotionnel où la personne se laisse toucher par sa propre souffrance en situation d'épreuve ou d'échec. On n'est pas dans le paraître, on est à l'opposé. Complètement. On n'est pas dans le bonheur absolu de certains psys ou d'un courant, disons, de la psychologie où on essaie de nous faire croire qu'il faut absolument être heureux, épanoui en tout temps. Mais non, non. L'autocompassion, on est vraiment ailleurs.
Ça ici, je trouve ça essentiel pour essayer de vous convaincre. On parle de corrélation, donc là, ce n'est pas causalité, c'est corrélation. Donc, quand il y a plus d'autocompassion, il y a une corrélation positive avec le niveau de bonheur. Donc, plus ou une plus forte compassion envers soi-même, c'est associé à plus de bonheur, plus d'optimisme, plus d'affect positif. Joie, bien-être, sérénité, ça va, affect positif. Il y a plus de niveaux de but de maîtrise pour les gens qui étudient beaucoup la motivation, là, c'est ceux-là qu'on cherche. Il y a un niveau de santé physique générale amélioré, il y a une perception de soi. Elle n'est pas positive, je ne me pense pas meilleur. Ça c'est plus l'estime de soi. On essaie de lâcher ça là, depuis 15-20 ans au moins en psycho. L'estime de soi, ce n'est pas le meilleur des outils. Compassion, par contre, ça a pas mal plus d'impact et de corrélation positive. Croissance, changement productif, et c'est là que j'essaie de vous convaincre. Si vous essayez d'aller un peu plus, ou évidemment avec le temps qui me reste, puis je dépasse là déjà, essayez d'aller lire un peu sur ce concept de compassion envers soi, d'autocompassion. Ça fait en sorte qu'on est ici beaucoup plus dans un mode d'adaptation, de croissance, de développement, ce qui fait qu'en retour, bien évidemment, on est plus disponible pour les autres, plus disponible pour les étudiants. Ouais, ça, je vais passer rapidement. Je vous laisse à peu près sur ça. Profil de compétences du personnel enseignant pour essayer de voir comment on organise le développement professionnel dans l'identité et les compétences professionnelles des enseignants. Moi, j'ai croisé cet outil-là. J'ai travaillé avec Émilie Doutreloup, qui était à l'Université de Sherbrooke et maintenant à Laval, qui a développé ça alors qu'elle était conseillère pédagogique au Cégep de l'Outaouais. Je considère cet outil-là tellement éclairant. J'aurais aimé ça, moi, comme jeune prof. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années, là, juste avant de changer, de partir de l'enseignement, mais j'aurais adoré ça, voir, comprendre ces éléments-là en début de carrière. Il y a 9 compétences, 4 types de pratiques et l'idée, je vous donne un exemple ici d'une de ces compétences. Donc, en rouge ici, ce serait, disons, le premier niveau. Un prof qui arrive en intégration, début dans l'enseignement. Dans la compétence respectée, donc j'agis de manière responsable et respectueuse dans l'exercice de mes fonctions. Ce qu'on s'attend, et là, je vais peut-être débattre beaucoup de ça, mais on étant d'abord ce que chaque enseignant devrait s'attendre de lui-même ou d'elle-même. Je m'assure de créer un environnement inclusif dans mes cours. Je fournis aux étudiants l'attention, l'accompagnement approprié. Je respecte les aspects confidentiels. C'est la base. Moi, comme enseignant, j'aurais tellement ça. J'aurais aimé ça, tellement aimé avoir ces éléments-là. Après, on se développe un peu, on arrive ici. Je maintiens ma crédibilité professionnelle. Après, on se développe encore plus. J'approfondis ma compréhension avec, je manifeste une compréhension critique de mon cheminement culturel. Et finalement, je contribue à la bienveillance dans le milieu. Donc là, ce n'est plus je me moi, c'est vraiment l'impact que je peux avoir dans mon milieu, dans mon environnement. Désolé de vous lancer ça comme ça à la dernière minute. Évidemment, si vous avez le goût de lire, il y a plein de belles choses qui se sont écrites dans les dernières années. Et je finis avec ça. En préparant l'atelier, j'avais beaucoup de questions et beaucoup de stress parce que je ne savais pas exactement quels étaient vos besoins. Ce qui fait que je peux bien me préparer, je peux bien préparer du contenu, tout ça, parler d'autocompassion, parler d'anxiété de performance et tout ça, mais les prochaines étapes, je vous invite, s'il vous plaît, à m'écrire, à entrer en contact avec moi. On discute tout de suite là, après, avec le Zoom aussi, là, si c'est possible, si vous avez encore du temps. Et essayez de voir, mais quels sont vos bons coups? Quelles sont vos propositions? Qu'est-ce qu'on pourrait développer ensemble? Qu'est-ce qui est possible de faire? Parce que, en bonne
ex-enseignant que je suis, moi, j'ai de la difficulté, si je ne connais pas vos besoins, j'ai de la difficulté à ajuster mon niveau. Là, est-ce que mon tir était trop théorique, trop concret, trop à gauche, trop à droite, trop alarmiste? J'ai de la difficulté là, à savoir. Et évidemment, je vous encourage à faire le premier plus petit pas possible, qui pourrait être plein de choses. Lecture, groupe de développement, co-développement, perfection, souhaité, formation, et ainsi de suite. Plein de choses. Et parce que tout est dans tout, évidemment que je vous remets un peu de Leonard. Et je vous souhaite plein de cracks, plein de lumière, plein de fissures. Merci beaucoup. J'ai complètement éclaté mon temps. Hein? Oui, mais s'il y a des questions, commentaires, on va les prendre dans le micro parce qu'on reçoit, malgré les reformulations, le commentaire qu'en ligne, ça mériterait plus de clarté. Donc, s'il y a des interventions, je vais vous apporter le micro. Bon, là, vous savez que ça ne marchera pas comme ça. Hein? Je vous ai donné quelques questions au tableau, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut allumer, est-ce qu'il y a quelqu'un à la technique, je ne sais pas, peut-être allumer les lumières pour mettre la pression sociale un peu là, sur ces gens-là? Là? Pascal? Oui. Ben moi, je suis pas enseignante, puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai trouvé ça très pertinent. Fait que je voulais prendre le temps de te remercier. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, là, les vieux trucs de prof, là, je vais vous pointer, puis je vais vous demander, vous, est-ce qu'il y a, par exemple, une chose que vous avez apprise ou quelque chose que vous auriez aimé développer plus? Je ne le ferai pas, OK, je vous rassure tout de suite, là, je ne vais pas partir dans une longue réponse, mais pour me situer sur les suites peut-être possibles, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié, mais que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, là, cette partie-là? Oui. Oui, moi, j'irais avec la motivation. J'ai remarqué beaucoup, il y a des étudiants qui sont déjà très motivés, puis ils savent pourquoi ils sont là, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, puis ils ont déjà leur but, puis est-ce que c'est utile et tout ça. Mais par contre, il y en a qui arrivent là, puis ils sont comme, je dirais, garochés, ou ils se sont garochés dans un endroit où peut-être qu'ils n'ont pas d'affaires là. On voit qu'eux-mêmes se posent des questions, puis on essaie de les motiver, puis on se rend compte que c'est difficile. Puis on se rend compte que on voudrait peut-être les aider à se rediriger, mais des fois, on peut déceler peut-être des choses d'anxiété ou des choses comme ça. On les envoie au SAD et on se rend compte après que ils n'ont pas plus ils restent là. C'est bizarre. Des fois, ils vont rester là 2 ans, 3 ans, puis ils vont traîner là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les aider? Avez-vous quelque chose à suggérer? Est-ce que je peux vous poser... Pourquoi ils ne resteraient pas là? OK. Oui? Oui, oui. 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 Je ne sais pas. Oui, aussi. Plein de choses. Peut-être l'adulte émergent que j'étais et que peut-être certains d'entre vous étaient, ça fait partie des caractéristiques d'être vieil ado, jeune adulte. Le mot qui me vient en tête, c'est errer, c'est-à-dire essayer de sortir le meilleur de diverses expériences, ne sachant pas complètement, consciemment, qu'est-ce que je fais ici? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se développe, qui s'acquiert, qui croît, croître. Donc, j'aurais plein d'éléments après mais comment favoriser une motivation plutôt intrinsèque, disons, qu'extrinsèque.
comment favoriser, par exemple, il y a une approche, ça s'appelle l'approche motivationnelle, si jamais ça vous intéresse, c'est comment faire en sorte que, ça a été développé, disons, en santé, monsieur, madame, il faut que vous arrêtiez de fumer, là. Vous avez un cancer, vous avez ci, puis vous le savez, vous comprenez là, les conséquences de vos gestes. Et immanquablement, il y a une partie des gens qui changent, puis une partie des gens qui continuent. Fait que cette approche motivationnelle-là a été développée justement pour voir un peu à quel niveau, où est-ce que la personne se situe. Fait que ça peut être des éléments, je ne vais pas rentrer dans toute la théorie là, de tout ça, mais bon, ça peut être des pistes intéressantes. Et c'est ça, dans un accompagnement, je dirais, patient et chaleureux, mais il y a certainement des compétences, il y a certainement quelque chose qui se développe, malgré cette orientation parfois plus ou moins claire. Il y avait Pascal. Oui. Donc, je ne suis pas enseignante, mais j'ai une question. Oui. De quelle manière est-ce que les enseignants ont envie de poursuivre cette conversation-là, puis quels sont les meilleurs moyens pour les rejoindre? Parce qu'on reçoit beaucoup d'informations de manière générale dans le collège. Oui. Génial. Oui. Comment rejoindre? Et donc, Madame dit, ben moi, je suis enseignante et ben je me posais justement cette question-là. Merci du gentil rappel. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on crée? Est-ce qu'il y a une façon simple? Pascal.gagné, G-A-G-N-E, @Collège John-C. Commençons de cette façon-là. Je vous dirais que c'est la façon la rapide, efficace. Et en effet, là, il y aura de multiples suites à voir avec, avec vous d'abord. Qu'est-ce que vous avez, où est-ce que vous en êtes maintenant? Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce que vous avez le goût de développer? Les questions, motivation. Là, j'ai répondu extrêmement rapidement, mais il y aurait plein d'autres choses. Et surtout, bon, on le sait, il y a plein d'enjeux, par exemple, plein d'excellentes idées de communautés de pratique. Ça fonctionne extrêmement bien. Des enseignants qui se regroupent, c'est l'expression safe space là, a gagné, galvaudé peut-être, mais a gagné quand même. Mais ça prend cette espèce de sécurité-là. Parce que je ne sais pas comment vous vivez ces moments-là, des fois d'enseignement, mais moi, je me retrouvais seul devant un paquet de jeunes adultes qui, des fois, sont plus ou moins allumés, motivés, intéressés. Et là, j'essaye, puis j'essaye, puis j'essaye. Il y a des collègues avec qui j'avais le goût d'en parler, il y a des collègues avec qui j'aurais jamais parlé de « Hey, moi, j'ai cette difficulté-là. Moi, je ne sais plus quoi faire. Comment tu fais, toi? » Ça prend cet espace de sécurité-là. Ça, c'est absolument nécessaire. Ouais. Donc, je commencerai de façon très, très simple là, en faisant ça. Pascal.gagné @Collège John-C. Et on verra pour la suite. Oui. Peut-être plus pour l'avenir, ou en tout cas, je ne sais pas trop, là, mais au niveau il y a deux éléments. Au niveau de la socialisation, donc on sait que les jeunes, pas juste les jeunes, parce on s'entend qu'aujourd'hui, dans nos classes, là, on a de 17 à 50 quelques années, si ce n'est pas plus, dans nos classes. Donc, on a une variété, pas juste au niveau... Oui, non, je parle pas de vieillesse, mais pas du tout. Je parle de spectre. Donc, on a un spectre d'étudiants beaucoup plus grand que quand nous, on était aux études. Effectivement, on arrivait tous du secondaire, on avait tous 17, 18, 19 ans. On pouvait connecter facilement. C'est-à-dire qu'on pouvait se rejoindre peut-être plus facilement parce que notre réalité était plus homogène, si on veut. Donc, aujourd'hui, au niveau de la socialisation, on parlait du téléphone tantôt. Moi, ce que je vois autant en classe théorique qu'en stage, et en stage, on s'entend, on a des petits groupes, 6 étudiants. On est en pause où on va dîner. Il y en a un qui est sur son cellulaire, 2 autres qui s'en vont à la cafétéria tout seuls. Et pourtant, moi, je les ai, mettons, à l'hiver, mais ça fait depuis le mois d'août qu'ils se travaillent ensemble 3 jours semaine.
en stage. Ils devraient se connaître. Et j'ai la difficulté à les regrouper ensemble pour juste discuter. Ils sont 6. Ouais. Alors, à 30, dans une classe, la pause, hein, où ce n'est pas la période de questions, c'est la pause. Bien, tout le monde est sur son cellulaire, ils ont de la difficulté à se lever de leur chaise, ils sont un côté de l'autre, mais ils ne se parlent pas. Mais, madame, là, j'ai une question, est-ce que je peux vous poser la question? Si je ne réponds pas, je dis, je suis à ma pause, moi aussi, je ne les aurai pas, les questions. Je perds leur motivation. J'ai plus de pause. Mais c'est pas, je ne me plains pas, c'est pas ça que je veux faire ici, mais je me dis, comment arriver à développer cette habileté sociale de dire, madame, j'ai une question et la poser devant tout le monde, parce qu'ils ont une peur bleue du ridicule. Je suppose que c'est ça. Ils ont peur de se faire juger ou je ne sais pas trop. Donc, ce côté-là, j'aimerais ça peut-être avoir des outils plus spécifiques pour les aider à développer, parce qu'ils vont, dans leur travail, ils vont avoir à aller voir quelqu'un. Hein? Je veux dire, ils ne seront pas tout seuls confinés dans leur bureau là, tout le temps. Peu importe le domaine, peu importe. Oui. Okay. Comment stimuler, favoriser les participation, échange, prise de parole, questions? C'est correct, le téléphone. Moi aussi, je lis mon téléphone. Puis bon, mais pourquoi est-ce que vous êtes capable de m'écrire là-dessus, mais vous n'êtes pas capable de venir me le dire? Il y a quelque chose qui force de l'habitude. Oui, c'est ça. Donc, oui, on peut mettre ça sur le dos de la COVID. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais là, ça fait 2 ans qu'on est revenu en présentiel. Et ça demeure un problème majeur. Tout à fait. Plus un défi qu'un problème. Oui. Et donc, il y avait le niveau de la socialisation, puis il y avait aussi au niveau du travail d'équipe où je trouve que c'est très difficile. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret que j'ai eu cette session-ci, à la session passée, pardon. J'avais complètement oublié que dans mon plan de cours, j'avais mis un travail en équipe. Un travail, je me disais, en équipe, ça va être plus facile, ils vont pouvoir échanger, collaborer, participer. Quand j'ai présenté le travail, j'ai oublié de mentionner que c'était en équipe et une étudiante m'écrit après, « madame, dans le plan de cours, c'est écrit, mon Dieu, c'est vrai, j'ai tellement pas l'habitude de le faire en équipe parce que je veux que c'est le développement des compétences individuelles. » Donc, j'ai réécrit à tout le monde, j'ai dit, étant donné que je n'en ai pas parlé, vous avez le choix de le faire en équipe ou ne pas le faire, mais s'il vous plaît… 90% l'ont fait individuel. Pas 90, il y a tout le monde? 2 personnes qui l'ont fait en équipe, le reste de la classe le fait individuel, et ils m'ont carrément dit, « madame, pas en équipe, là, les travaux d'équipe, jusque-là. » Fait que, voilà. Oui. Il y a plein de choses. En fait, pour moi, c'est un excellent exemple de communauté de pratique. Pour moi, c'est… je ne me permettrais pas de répondre, surtout pas avec un micro puis sur scène comme ça, mais ce que je vous proposerais, c'est de faire, OK, on va s'asseoir, une gang de profs, puis on va essayer de discuter, toi, comment tu fais, c'est quoi les meilleures pratiques, et ainsi de suite. Moi, j'ai des exemples de ce que j'ai pu faire comme enseignant. Le classique des classiques, c'est dès qu'il y a une question, une intervention, un commentaire, c'est bravo. Merci. Quelle bonne question. Excellent. Puis là, vous retournez. Mais tu sais, à part des trucs comme ça, on pourrait en discuter longuement, mais ça serait pour moi ce type de questionnement-là, comment favoriser la participation en classe. Puis là, on se réunit quelques profs, puis on démarre cette réflexion-là commune. Tout à fait. Oui, il y avait une question, Pascal, oui, puis puisqu'il y a d'autres activités qui attendent nos participants et nos participantes, OK. On fait ça. Peut-être qu'on pourrait y aller avec une dernière question qui a été posée en ligne. Alors, on nous demande comment un enseignant ou une enseignante pourrait intégrer les principes de l'autocompassion dans son enseignement. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples? Oui. Je reviens, désolé encore une fois, j'ai passé extrêmement vite sur ça. Donc, ce qu'est l'autocompassion, donc l'auteur intéressant, Neff,
qui écrit évidemment en anglais, là, comme énormément de littérature. Sinon, Caron, c'est, j'oublie son prénom, mais c'est un mémoire de maîtrise qui a été fait là, particulièrement sur ces concepts-là. L'idée, par exemple, bienveillance, être chaleureux, compréhensif envers soi, envers les faiblesses. Et là, par exemple, d'être un modèle comme enseignante ou enseignant, d'être un modèle et là, c'est tout un défi face à un groupe, de ne pas cacher toutes nos erreurs. On va en cacher certaines, là, honnêtement. Là. Je me garde un orgueil, une petite gêne. Mais si je fais des gaffes comme prof, je peux m'en servir. Je peux montrer que, oui, je viens de gaffer, j'ai oublié. Si j'avais oublié ça, évidemment, OK, comment je rattrape mon erreur? Comment je peux, malgré tout, revenir? Et ça, face à un groupe qui nous regarde, qui nous juge ou qui nous évalue, c'est très complexe. Ça prend une solidité, ça prend une bonne confiance et une bonne dose de compassion envers soi-même, d'abord. Mais en étant un modèle, je pense que ça, c'est essentiel. Attitude, j'aime bien le dernier. Reconnaissance de mon humanité puis accès à ma pleine conscience, c'est-à-dire reconnaissance de mon humanité. Et ça, les ados, jeunes adultes sont extrêmement centrés sur ça. Nous, comme adultes, un peu plus expérimentés, on décroche, mais ça reste difficile. Mon expérience, même si elle est unique, elle est certainement commune, elle est partagée par plein d'autres. Ce qui fait que, chers enseignants, quand vous vous sentez un peu dépassé, inadéquat, tout croche, pas assez bien préparé, pas bon, pas ci, pas ça, vous êtes unique et vous n'êtes tellement pas le seul. Ça, c'est certain. Même chose pour les étudiants. Encore plus parce que dans l'adolescence et dans le jeune adulte, il y a cette espèce de pensée que, oh mon Dieu, comme moi, ma situation, elle est unique et personne ne vit ça comme moi. Fait en ouvrant un peu cette possibilité-là, puis en reconnaissant que oui, c'est unique, mais en même temps, je pense que si tu en jasais un peu de ta situation, si tu t'ouvrais un petit peu, peut-être tu pourrais voir qu'il y a plein d'autres gens. Ça peut être intéressant. C'est peut-être un outil au niveau pédagogique. Accès à ma pleine conscience, et encore une fois, là, pleine conscience égale vaudé, là, ça veut dire tout puis son contraire, là, puis il faut faire bien attention à tout ce qui est psychopop. Mais c'est ça. Bon, bref. Faites attention. Soyez critiques, s'il vous plaît, quand vous lisez là-dessus, sur la pleine conscience. Il faut faire attention à ne pas tomber dans la psychopop, mais il y a beaucoup d'éléments extrêmement intéressants. Attitude d'observateur face à mes émotions, face à mes sentiments, et ça comme déconstruction, reconstruction, sans être thérapeute, là, mais ça peut être des techniques ou des outils comme prof extrêmement intéressants. Il y a une énorme différence entre « je suis incompétent » et, là, je l'ai poussé un peu à l'extrême, là, en ce moment, j'observe que je me sens incompétent. Ce qui est un niveau de zénitude que je n'atteins pas très rarement dans mon cas. Mais l'idée, c'est je me sens incompétent, mon travail n'est pas bon. C'est extrêmement différent de je suis incompétent. Ce qui est, encore une fois, je parlais de ce qui est dynamique par rapport à ce qui est statique. Bien là, je reviens aux mêmes éléments. Donc, comme prof, il faut faire attention de ne surtout pas aller vers cet élément-là, d'avoir une vision et de parler, de juger, de noter dans les commentaires qu'on fait dans nos évaluations, de ne pas comprendre la personne comme étant statique, de voir, bien, à ce moment-là, de ce travail-là, bien, voici, c'était, mais non, ce n'est pas clair, ce n'est pas la bonne réponse. Mais je ne suis pas obligé de juger. En fait, une des pires choses, ce serait de juger la personne. Et ça, je l'ai malheureusement entendu dans certains cas, de dire des profs qui traitent des étudiants d'incompétents.
C'est extrêmement néfaste, c'est exceptionnel. Malheureusement, ça arrive. À l'opposé de ça, ben, on va accompagner des étudiants dans, ben, en ce moment, peut-être que tu te juges pour cette évaluation, pour ce moment, pour cette façon, peu importe, que tu te sens incompétent. OK, comment on peut faire mieux? Comment on peut changer? Comment on peut accompagner? Ça va, puis ça peut être aidant, mais encore une fois, c'est extrêmement rapide, mais la meilleure réponse, ce serait, ben, on pourrait discuter de ça en petits groupes et pas avec un micro puis des lumières comme ça. C'est comme non, je suis pas. C'est ça. C'est comme l'antithèse de cette autocompassion. Là, je suis un micro, il y a Zoom. C'est ça. On est un peu dans le paraître quand même. Là. Malheureusement. Vous voyez mon grand confort à faire ça. Merci beaucoup de votre patience et de votre écoute et de vos questions aussi. Au plaisir de continuer cette discussion-là. Moi, je suis disponible avant le cocktail, mais si jamais ça vous intéresse, il reste 15 minutes? OK. Oh, OK, je suis un peu disponible dans ce cas-là. Sinon, au plaisir tout le monde. Salut. Bien, c'est ça. Merci beaucoup, Pascal. Merci de votre participation. Merci d'avoir été là. Le Salon des exposants est toujours en cours. Il y a une conférence en cours à laquelle je devais vous inviter, mais bon, maintenant, elle achève. Et puis, pour la suite des choses, ben, c'est ça. On se retrouve au cocktail dans 15 minutes. Merci beaucoup. Voilà déchiré comme une feuille de papier. Faudrait le voir pour le croire. Je trouve encore